Bonjour tout le monde, bonjour à toutes. Cécile, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, et toi ? Eh bien oui, écoute, aujourd'hui on reçoit Morgane en direct de l'île de la Réunion. Ça va Morgane ? Ça va, merci, bonjour. Bonjour à toi. Écoute, justement, comme je viens de spoiler déjà où tu étais, donc on a un petit, rappelle-moi, 2 heures de décalage, c'est ça ? Oui, en ce moment, 2 heures, oui. 2 heures de décalage, c'est ça. Du coup là, il est tard, mais il fait encore jour, non ? Non, il fait nuit depuis plus d'1 heure maintenant déjà. Il fait déjà nuit. Et oui. Ah ouais. Ah, remarque, c'est vrai que c'est un peu plus à l'est, effectivement, c'est pas fou. Parce que du coup, quel temps ? Surtout que c'est plus proche des Ouais, mais tropiques, en c'est fait. vrai que sur le coup, ouais, j'y avais pas pensé, ouais. Parce que quel temps t'as là ? J'imagine qu'il fait... Parce que là, du coup, t'es en quelle saison ? Là, on commence à rentrer dans l'hiver doucement, mais sûrement. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur un hémisphère sud, là, du coup. Oui, c'est quoi au niveau des températures, là ? Oh, là, on doit être à 18, 20 degrés le soir, mais la journée, non, ça chauffe encore un peu la journée. Ouais. Oui, donc ça va, c'est transitoire. Toi, Cécile, en Allemagne, on se pèle toujours autant ? Alors, oui, on a des transitions. Moi, je comprends plus ce qui se passe, en fait. La transition soleil, pluie, grêle, neige, vent, beau temps, je ne sais pas donc quelle saison on est. J'avais lu un article scientifique sur ça, les climatologues ont appelé ça l'Allemagne. Oui, c'est ça. Ça s'arrête là, c'est tout. Les 4 saisons dans la même journée. Voilà, c'est exactement ça. Oh, ouais. Bah, écoute, moi j'ai ressorti la doudoune avec Aix-en-Provence, parce que là on a une espèce de rafale de vent depuis 3 jours. Je me gèle comme c'est pas permis. Bref, la météo, c'est fait. C'est la première fois qu'on interviewe quelqu'un dans l'hémisphère sud. Donc on a vraiment ce décalage et de temps et de saison. Du coup, donc Morgane, eh écoute, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter à nous ? Voilà, qu'est-ce que tu as fait comme études, voilà, jusqu'au doctorat, et puis on va continuer sur ça juste après. Alors, moi, le tout début des études supérieures, ça a commencé en 2012. J'ai obtenu un bac littéraire à La Réunion. Et alors, j'ai eu un parcours assez atypique pendant ma licence. J'ai commencé par une licence de lettres modernes. J'ai fait une double licence 2 en histoire et en lettres modernes. Je suis allée en L3 sciences sociales pour me retrouver après, enfin, en master sciences du langage. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans les différentes disciplines pour trouver quelque chose qui me plaisait vraiment et quelque chose que je voulais poursuivre surtout par la suite parce que je m'intéressais à énormément de choses finalement. Donc, j'ai terminé mon master en 2018. J'ai passé un concours pour avoir les financements pour le doctorat, etc. Et j'ai obtenu une allocation régionale de recherche, donc avec la région Réunion. Et donc, j'ai commencé mon doctorat en sciences du langage en 2018. Donc, ça a duré 4 ans et demi. J'ai soutenu en décembre 2022. Donc, ma thèse portait sur la représentation de la Réunion dans les discours des guides touristiques. Des guides touristiques. Je me suis pas limitée finalement aux guides touristiques, mais aux discours touristiques de manière générale. Et ça, voilà, 4 ans et demi, la thèse, ça s'est plutôt bien passé. J'ai commencé aussi l'enseignement au bout de ma 3e année de doctorat. Donc, ça a été une dernière année de doctorat assez intense puisque j'étais ATER en sciences de l'information et de la communication. Donc, de base, ce n'était pas vraiment mon domaine de prédilection. Donc, j'ai dû monter les cours, etc., en même temps que la fin de la rédaction de ma thèse. Donc, c'était un peu sportif. Effectivement. Et puis j'ai réussi quand même à jongler dans tout ça, avec en plus des communications, etc., parce que je voulais sortir vraiment de mon doctorat avec déjà un CV assez fourni. Donc, voilà, j'ai fait au mieux.
Et puis j'ai enchaîné après avec une autre année en tant que ATER, toujours à La Réunion. Du coup, j'aurais une question déjà sur ton parcours avant la thèse. Tu as fait ta licence aussi. En fait, tu as tout ton parcours à La Réunion. Oui, je suis née à La Réunion et je suis juste partie 2 ans en région parisienne pendant mon doctorat. Et sinon, oui, j'avais tout fait à La Réunion. En fait, tu es partie en région parisienne pour ton doctorat ou c'était un truc prévu dans ton doctorat? Alors, j'ai pas été en co-tutelle ou quoi que ce soit. J'avais seulement l'université de La Réunion et ma directrice de thèse qui est à La Réunion. Mais dans une démarche finalement, ce qu'on appelle en sociolinguistique une démarche phénoménologique, j'avais besoin de prendre un peu de recul sur mon terrain. Donc, il fallait déjà que je fasse des enquêtes, etc., avec des gens qui ne connaissaient pas La Réunion. Donc ça, c'était mon premier objectif en partant de Lille. Et aussi de rencontrer, c'est ce que je voulais à la base, je voulais rencontrer des éditeurs de guides touristiques et de comprendre comment la promotion de l'île se faisait à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qui m'avait motivée à la base. Et puis après, j'ai eu quelques péripéties. Je n'ai pas pu aboutir à tous mes objectifs, malheureusement. Mais sinon, oui, j'ai eu que La Réunion administrativement parlant, on va dire. Parce que du coup, moi j'avais une question avant qu'on aille un peu plus en détail sur certains aspects plus larges de ton parcours. Est-ce que brièvement, parce que à titre personnel, c'est la première fois que je peux discuter avec quelqu'un qui a ce parcours académique, qu'est-ce que c'est exactement l'analyse sociolinguistique sur les représentations donc de La Réunion, comme tu disais, les thématiques principalement du tourisme, de ce que j'ai compris, un peu plus matériellement parlant, concrètement, bon, je vois l'idée globale, mais si tu n'aurais pas un exemple ou deux à nous partager pour qu'on se fasse une idée? Alors, la sociolinguistique, c'est du coup la prise en compte de facteurs sociologiques dans les pratiques langagières, par exemple. Moi, ça a été mon cas. Et en plus de ça, moi, j'ai rajouté un attachement à la phénoménologie, qui est la prise en compte des savoirs expérientiels. C'est-à-dire que je partais de mon expérience en tant que personne vivant à La Réunion, etc., pour comprendre comment est-ce qu'on promeut La Réunion dans les discours touristiques. Et à partir de là, mon matériau de base, ça a été donc les guides touristiques, le Lonely Planet, le GeoGuide et le Petit Futé. Donc, en les lisant, j'ai compris déjà qu'il y avait des choses qui étaient exagérées, exacerbées et qu'on mettait en lumière des choses que moi, personnellement, en tant que personne vivant à La Réunion, ce ne sont pas des images vraiment que l'on voit dans notre quotidien. Et à partir de là, du coup, j'ai scindé mon travail en thématiques. Par exemple, l'évocation à la chaleur. Comment est-ce qu'on parle d'une île lorsqu'on écrit depuis la France hexagonale? Comment est-ce qu'on parle de la gastronomie? Plusieurs thématiques comme ça qui finalement suivent un petit peu le sommaire d'un guide touristique. Lorsqu'on ouvre les premières pages d'un guide, on va avoir souvent des catégories. Par contre, chose qu'on ne trouve pas en France hexagonale et en Corse, ce sont les thématiques qui ont un rapport avec la population. Et c'est là où je me suis dit, il y avait quelque chose à creuser là-dessus. Pourquoi est-ce que dans les guides touristiques sur La Réunion, on a une partie dédiée à la population et pas en Corse, par exemple? Donc, à partir de ces petits constats vraiment de ma première lecture, j'ai voulu chercher un petit peu plus loin et je me suis intéressée finalement à d'autres îles, françaises ou non. Donc, j'ai commencé avec l'île Maurice, par exemple, qui est l'île sœur de La Réunion.
Et étant donné que ce n'est pas une île française, je me suis dit, normalement, le discours va quand même un peu changer. Et voilà, petit à petit, finalement, j'ai eu 13 destinations dans mon corpus final. Et donc, j'ai pu repérer des marqueurs tantôt insulaires et des marqueurs vraiment typiques de la Réunion. Donc, mon travail, finalement, c'était d'essayer de trouver quelles étaient les singularités de la Réunion dans les discours de promotion touristique. Donc, on avait tout le pan sur les guides et après, on avait aussi une partie de la recherche sur les acteurs locaux. Comment est-ce que les agences de tourisme en parlent ici à La Réunion? Quelles sont les stratégies de communication de l'IRT, c'est l'île de La Réunion Tourisme, donc qui gère toute la communication, les affiches que vous pouvez voir dans les métros, etc. Donc, j'ai mené aussi des enquêtes de terrain avec les promoteurs locaux. Et enfin, une dernière partie, réception sur comment est-ce que les Réunionnais perçoivent les discours sur leur île et aussi comment perçoivent les gens qui ne connaissent pas la Réunion, comment est-ce que eux aussi perçoivent ces discours. Donc, c'était un travail qui n'avait jamais été fait, donc j'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai essayé de faire un petit état des lieux, finalement, de cette question. Ouais, c'est hyper intéressant parce que avant qu'on commence avant qu'on commence le podcast, on a discuté un peu avant que tu arrives, on a discuté avec Ben et puis on se disait mais c'est parce qu'on lisait ton titre de thèse, on se disait mais c'est vraiment super niche, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire dans sa thèse? C'est un truc, c'est tellement spécifique alors que finalement, quand tu nous le racontes, je trouve que ça nous parle plus et on voit l'impact que ça peut avoir, etc. Ouais. Surtout que la Réunion, c'est un exemple, c'est un comment dirais-je, c'est un endroit test quoi pour faire ça, mais tu peux le faire, j'imagine, à plein d'endroits différents dans le monde avec d'autres pays, d'autres destinations, d'autres, enfin voilà. Oui, mon cadre théorique notamment, il s'appuyait de base sur une étude qui avait été faite ensuite par rapport à ça. Par exemple, les clichés sur la Suisse, ça va être le chocolat, les montres, etc. Donc, ça a été un petit peu mon point de départ de me dire « Ah d'accord, on parle comme ça de la Suisse, comment est-ce qu'on parle de la Réunion ?» Incroyable. Et puis après, finalement, ça m'a amené beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé de base parce que en fouinant comme ça les différentes thématiques, j'ai pu voir aussi tout ce qui avait trait à une certaine forme de post-colonialité, de différence entre la représentation des femmes hexagonales et des femmes des îles. Donc ça a soulevé énormément de questions. Finalement, je suis sortie du doctorat avec plus de questions que de réponses. Donc heureusement, comme ça, mon travail n'est pas fini aujourd'hui. Mais oui, il y avait énormément de choses à faire et je m'en doutais pas du tout lorsque j'ai commencé. Ça veut dire que c'est un doctorat qui, en tout cas, sur le papier, s'est bien passé. Parce qu'en général, on a souvent plus de questions que de réponses à la fin. Et ça, je vois que c'est peu importe les thématiques. Donc ça, c'est chouette. Du coup, alors, ça, j'avoue que c'est fascinant comme sujet. Vraiment, là, je découvre un monde nouveau. Et alors, justement, pour rester dans cet univers-là, mais pour maintenant outrepasser de façon chronologique, en tout cas, ta thèse. Tout à l'heure, tu parlais de poste d'ATER. Alors, je me repermets, parce que je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais je vais quand même le refaire, de traduire. Donc, assistant temporaire d'enseignement et de la recherche. Donc, en gros, pour la faire simple, pour ceux qui vraiment ne voient pas ce que c'est maître de conférence en CDD, en gros, pour la faire de façon très schématique. Donc, est-ce que tu es la première personne, en tout cas avec qui on va pouvoir parler de ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer, et aussi lié à ta discipline, bien sûr, à quoi ça consiste concrètement de faire un ATER, parce que c'est finalement quelque chose que beaucoup de gens qui peuvent nous écouter, qui veulent continuer après le doctorat, seront peut-être amenés à faire quand même. Donc, que ce soit dans leur université d'origine ou dans d'autres universités. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est l'ATER, et principalement avec cette spécificité, s'il y en a, de l'université de l'île de la Réunion? Alors, moi, je pense que c'est quand même assez atypique de changer de discipline. Donc, je suis passée de la section 7 à la section 71.
Donc c'était un petit peu compliqué au premier abord de monter des cours, etc. Donc déjà pour faire simple, dans un poste d'ATER en sciences humaines et sociales, de manière générale, on a une charge de cours et on doit participer à la recherche de notre laboratoire. Donc moi, ça m'allait sur le plan de la recherche. Finalement, ça ne changeait pas grand-chose étant donné que je restais au sein du même laboratoire. Donc je continuais un petit peu ma route comme je l'avais toujours fait. Là où c'était plus compliqué, effectivement, c'était sur les enseignements parce que j'étais linguiste de base. Et là, je devais donner des cours de sciences de l'information et de la communication. Donc ça met un petit coup de pression quand même au début parce qu'on se dit que même si on travaille un petit peu dessus de loin, parce que j'avais quand même un sujet pluridisciplinaire dans ma recherche, c'était assez stressant, mais finalement j'avais des collègues qui m'ont beaucoup aidé là-dessus avec des notices bibliographiques, etc. Donc ça allait finalement. Ça demandait quand même du travail, surtout en fin de thèse. Mais ça va. Je pense que c'est surmontable. Mais en fait, oui, attends, je viens de me rendre compte en fait de quelque chose parce que je voulais te poser la question avant quand tu t'avais dit fin de thèse, j'ai commencé un ATER et parce qu'en fait, ça faisait pas tilt dans ma tête parce que comme tu es en langue, je pense, tu me diras si j'ai tort, mais vous pouvez finaliser votre thèse en n'étant pas sous contrat doctoral, mais en étant sous un autre contrat type ATER. Alors que pour nous, en sciences biologiques, c'est interdit normalement. Donc c'est pour ça que je me rappelais plus de ça et ça m'a rappelé ça. Donc effectivement, tu as commencé ton ATER en terminant ta thèse. D'accord. Oui, je n'avais pas précisé, mais le contrat que j'avais eu, c'était donc une allocation régionale de recherche qui devait durer 2 ans et on avait une année renouvelable. Donc, j'ai eu 3 ans d'allocation et donc 4e année, je n'avais plus de financement. Donc, j'ai préféré enchaîner directement sur un ATER en mi-temps pour la première année et ensuite un temps plein pour la 2e année d'ATER. Et donc là, actuellement, tu es où là? Enfin, tu fais pas géographiquement. Hein. Donc, je suis toujours chercheuse associée à La Réunion au sein de mon laboratoire et je suis vacataire en distanciel à Tahiti. Oui. Donc, et là, on a 14 heures de décalage horaire, donc c'est quelque chose quand même. Très gros décalage là. C'est ça, j'allais demander le décalage et j'étais en train de me compter, de me dire dans ma tête, c'est forcément plus de 10 heures. Donc, en fait, tu fais tes cours la nuit. Oui. Moi, je commence mon cours à 21h et pour eux, il est 7h du matin. Incroyable. Ce mode de vie est fou. Mais comment tu arrives à combiner des cours qui sont pas sur ton fuseau horaire avec ta recherche, avec tes collègues réunionnais qui, de fait, là, c'est sur un fuseau horaire, le tien, quoi. Tu arrives à enchaîner la journée. C'est quoi ta journée type, en gros? Oui, ça va. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir 6 heures de sommeil par nuit à peu près et ça me va assez bien. Non, ça va. Là-dessus, après, pour la recherche, franchement, je compte pas mes heures. Quand je commence quelque chose où je suis vraiment dedans, j'ai du mal à lâcher. C'est vraiment le cliché du travail passion où je peux rester plusieurs heures à travailler. Je m'en rends pas compte. Surtout que là, en plus, ma dernière recherche, c'était un peu une recherche assez optionnelle, on va dire, parce que c'était la première fois que je faisais ça, qui était consacrée aux jeux vidéo, donc une autre passion que j'ai. Donc même si je joue, je travaille en même temps, donc on arrive à s'en sortir, à garder un équilibre vie privée, vie professionnelle assez équilibré. J'avoue que si des gens sont curieux, alors au moins sur LinkedIn, puisque sur Twitter, je ne le sais pas, Morgane, si tu l'es, mais au moins sur LinkedIn, s'ils ont l'occasion de voir le post le jour où le podcast sort, je les invite à regarder tes recherches, parce qu'en plus, elles sont bien détaillées sur ton profil LinkedIn. Et alors, j'avais effectivement noté, alors bien sûr que j'ai regardé la thèse sur ce côté-là de comment représenter la Réunion, notamment dans la thématique du tourisme. Mais c'est vrai que j'étais tombé sur celle des jeux vidéo et celle aussi
j'ai oublié je pensais avoir noté le titre, mais en rapport avec la représentation des emojis ou leur signification. Alors, je trouve ça très drôle. Enfin, quand je dis drôle, c'est la thématique qui est tellement exotique par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Hein, après, le sujet est très sérieux, mais c'est vrai que c'est incroyable de la signification. Enfin, je trouve ça fascinant. Bah, on s'en doute pas, c'est vrai, mais même pour ma thèse, j'avais travaillé sur les emojis. Lorsque je travaillais notamment sur la communication sur Instagram des agences de tourisme, j'ai analysé quels emojis ils utilisaient, etc. aussi. Mais c'est trop Moi, intéressant ça comme me truc. C'est là où on se dit, mais pourquoi on a fait une thèse sur les plantes, quoi, Ben? Arrête, moi je l'aime bien ma thèse quand même franchement. après. Mais Ouais, mais bon, si je pouvais jouer aux jeux vidéo en même temps que de de travailler, moi, l'analyser. ça m'arrangerait aussi, tu vois. Ah, mais ça, c'est sûr que ouais, ça peut. Après, il peut y avoir. Tu sais, j'ai un collègue qui avait fait ça, qui avait été consultant sur de la flore pas pour un jeu, c'était pour un film. Ça, ouais. C'est chouette. C'est vraiment... Ah, c'est pas mal aussi. Mais non, c'est pas mal. Après, il y avait un autre élément que je voulais voir, Morgane, là, parce que tu nous en avais parlé en off. C'était, tu me parlais de faire du réseau avec d'autres, des collègues dans d'autres universités, de faire de faire ce réseautage un petit peu, où tu me disais que des fois, ça peut paraître évident pour certains de faire ces aspects de réseau, mais tu m'avais dit que dans ton contexte, c'était moins évident. Mais je me pose la première question, déjà, c'était dans quel contexte tu sous-entends? C'est-à-dire, est-ce que c'est le contexte par rapport à la thématique de tes recherches, ou par rapport à l'aspect insulaire de la localisation dans laquelle tu te trouves, qui fait que... Alors, est-ce que c'est des problèmes de fuseau horaire, ou juste géographiquement, on est éloigné, donc indirectement, même si Internet nous rapproche tous, mais il y a quand même cette distance qui est toujours là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là, propre à minima à La Réunion, mais ou peut-être aux îles en général? Bah, finalement, cette idée de créer du lien entre les chercheurs de différentes universités, je pense que ça m'est venu surtout pendant la pandémie, parce que j'ai eu quand même le Covid en plein milieu de ma thèse. Donc, c'était déjà compliqué d'être à 11 000 km de mon université, mais en plus de ne pas pouvoir aller à des séminaires en région parisienne ou ailleurs en France, c'était encore plus compliqué. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait fédérer un peu plus, que ce soit les doctorants ou les enseignants-chercheurs, et qu'on puisse avoir comme ça des communautés avec lesquelles échanger, travailler, et juste éviter de se sentir trop solitaire finalement dans tout ça. Et c'est là où j'ai mis un peu les bouchées doubles sur LinkedIn en essayant de contacter des personnes qui soit avaient les mêmes genres de centres d'intérêt que moi par rapport à la thèse, ou simplement juste qui étaient chercheurs en linguistique ou en infocom, histoire de se sentir moins seul déjà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi un groupe Facebook qui s'appelle Narchi de doctorants désœuvrés. Et ça m'a vraiment fait du bien à l'époque de pouvoir échanger assez quasiment quotidiennement finalement avec des gens. Et puis sinon, on a tout cet aspect aussi de se tenir informé, parce que depuis La Réunion, on n'a pas forcément toujours les bonnes infos concernant les séminaires, les colloques en France hexagonale. Donc c'est toujours agréable de voir ce qui se fait ailleurs aussi. Et ça fait grandir aussi nos travaux d'une certaine manière, je pense. C'est vrai que tous ces colloques éventuellement nationaux qu'on peut avoir, nous, au final, on peut se décider un peu au dernier moment d'y aller, tu vois. Enfin, c'est pas... Alors que quand tu habites à La Réunion, en fait, tiens, il y a un colloque à Toulouse, oui, c'est bon, j'y vais. Oui, c'est vrai que là, il y a vraiment un aspect... Après, j'en ai fait quand même en distanciel, mais normalement, on a un petit budget pour des billets d'avion, etc. Mais c'est tellement compliqué que j'ai jamais fait appel à ce type de financement. Donc là, les derniers colloques que j'ai fait, justement, là, sur les jeux vidéo, j'ai pas pu y aller. J'étais en distanciel et ça allait très bien aussi. Mais
ça enlève quand même quelque chose de pas être sur place, ça, c'est sûr. Qu'effectivement, oui, même si tu les fais en visio, t'as pas la saveur quand de pas être sur place. Et puis, moi, j'avais mon directeur de thèse à l'époque qui me disait que la moitié de la conf, c'est aussi d'aller boire des coups, quoi. Donc, effectivement, malheureusement, quand t'es en visio, au moins tu peux dispenser tes recherches, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'aller boire des coups, quoi. Donc, effectivement, il y a ce côté-là insulaire. J'avais lu une recherche aussi en linguistique une fois là-dessus, sur justement ce qui se disait pendant les pauses des séminaires. Et c'était très intéressant aussi de voir qu'en dehors des questions, etc., pendant un colloque, les discussions en off aussi, finalement, ça reste dans la continuité, mais c'est peut-être un petit peu plus léger, donc on se permet plus de questions qu'on n'oserait pas, etc. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. C'est vrai. Ça, c'est vraiment si on va arriver sur le moment où tu vas nous donner un conseil, mais déjà, si on peut en donner un spécifique aux conférences, vous embêtez pas à toutes les faire. Mais quand vous êtes en doctorat, si vous avez l'occasion d'en faire une ou deux, même si vous dites, oh non, et tout, allez-y. Parce qu'effectivement, la moitié de la conf, ça se joue vraiment dans les coups à boire. Quand je dis les coups à boire, c'est pas forcément sortir à 23h avec des chercheurs à se mettre une murge. Mais c'est juste les pauses pendant la journée. C'est pas forcément... voilà, c'est ne serait-ce que déjà dans le temps imparti de la conférence, il y a plein de moments de break, comme ça, les moments des posters aussi souvent, qui sont des moments de convivialité. Ça, effectivement, c'est là où aussi on fait un peu de réseau, mais effectivement, quand vous avez la chance d'un point de vue budget et ou géographique, de pouvoir y aller. Bon, en général, l'un va avec l'autre. Et je me demandais, pour continuer dans les questions, est-ce que ça te plaît, ce poste d'ATER? Est-ce que quels sont tes objectifs pour le futur proche? On va pas se projeter non plus à 20 ans, sauf si tu veux, hein, mais c'est un peu flippant, je pense. Mais quels sont tes projets sur un futur proche? Moi, mon objectif, il n'a jamais vraiment changé. J'ai toujours espéré devenir maître de conférence. Donc là, j'étais dans la période d'envoi de dossiers, etc., pour essayer d'avoir au moins une audition pour un poste de maître de conférence. Alors, autant en sciences du langage qu'en sciences de l'information et de la communication, pour le coup. Parce que ça m'a vraiment fait grandir rapidement dans un sens académique. Ces deux années d'ATER en infocom. Donc, j'estime que c'est une chance quand même de pouvoir jouer sur ces deux sections. Et sinon, j'avais quelques propositions de postdoc aussi auxquelles j'ai répondu. Donc à voir. Mais c'est vrai que les postdocs, c'est un peu plus délicat selon les disciplines. Oui. Bon, en fait, on en revient souvent à là avec Ben. Il y a toujours un côté rendement économique dans les postdocs, financement qui vont avec, avec les possibilités économiques qui vont derrière. Et c'est sûr que il y a des postdocs qui sont plus avantageux selon les que thématiques. Bien sûr. C'est ça. Ouais. Donc, il y a des thématiques qui permettent plus de postdoc que d'autres. Ouais. Donc, ton objectif, c'est rester dans la recherche. Et donc, t'aimes énormément... J'imagine que t'aimes vraiment beaucoup enseigner pour devenir maître de compte. T'as jamais pensé à faire CNRS, d'autres types de concours qui demandent moins d'enseignement? C'est vrai que j'aime bien avoir cet aspect double, finalement, en termes d'activité. Parce que je suis déjà, on va dire, 80% du temps à la tête dans mes recherches. Donc, l'enseignement, c'est un petit peu ma bouffée d'oxygène, je pensais. Et ce sentiment aussi d'être utile et de voir un impact réellement sur le moment T. Alors que la recherche, on sait qu'il y a des sujets sur lesquels on a apporté notre pierre à l'édifice, etc. Mais c'est un petit peu plus insidieux, je trouve. Donc, oui, je pense que l'enseignement dans le supérieur me manquerait beaucoup. Après, oui, je précise dans le supérieur parce que pour avoir eu une expérience avec des enfants, là, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà. C'est pas le même type d'enseignement. C'est ça. Je pense que c'est vraiment une question de
de métier passion, exactement ce que je disais tout à l'heure. Et pour les enseignants du primaire, du secondaire, c'est la même chose. Ce sont des métiers passion et voilà. Si on le sent pas, c'est compliqué de se mettre dedans, je pense. Tout à fait. Et du coup, alors, on arrive sur la fin du coup de cet épisode et alors, je veux pas te prendre au piège. Si tu n'en as pas, n'en donne pas. Mais en fait, je voulais essayer de savoir, est-ce que tu aurais peut-être un petit mot, un petit conseil à donner. Et j'ai envie de le faire très spécifique, justement, sur le contexte ou de la Réunion, ou si ce n'est dans un contexte géographique qui ressemblerait à la Réunion, parce que il y en a d'autres, pas que la Réunion. Mais bon, voilà, sur des gens qui seraient actuellement en doctorat, des étudiantes, des étudiants qui seraient en doctorat et qui voudraient éventuellement poursuivre, voilà, mais qui soit vont se retrouver dans un contexte similaire, soit sont déjà dans ce contexte similaire un peu, entre guillemets, isolé géographiquement, si je peux me permettre cette expression. Voilà, est-ce que tu aurais de ton expérience, puis surtout qu'en plus, toi, tu habites depuis Advita, tu es né. Donc voilà, est-ce que tu aurais des petits conseils comme ça, voilà? Pour les doctorantes et doctorants ultramarins, je dirais qu'il faut toujours garder quand même un œil sur ce qui se fait à l'extérieur, que ce soit en termes d'événements scientifiques, même de vulgarisation, etc. D'essayer de participer, évidemment, comme on peut, selon son emploi du temps, etc. Mais d'avoir finalement dans son CV plusieurs expériences qui ne se limitent pas à notre zone géographique, finalement. Et puis, pour les doctorantes et doctorants en général, je dirais d'essayer d'avoir un plan de secours, même si je suis vraiment mal placée pour dire ça, parce que je n'ai pas vraiment de plan de secours. Mais sache que nous non plus, c'est pour ça qu'on fait le podcast. Mais oui, on aimerait vraiment tous finir dans un poste académique pour ceux qui ont vraiment aimé l'expérience à l'université. Mais oui, il faut toujours garder à l'esprit que c'est toujours compliqué, il n'y a pas beaucoup de place et les postes, voilà, c'est toujours une épreuve, ça. L'après-thèse, finalement, c'est le début d'autres aventures peut-être un peu moins palpitantes que le doctorat. Mais je me dis toujours que ça finira par bien se conclure. Mais il faut se préparer quand même à ce que ce soit pas un long fleuve tranquille, je pense. Oui, je pense qu'on... Même comme moi aussi, on a remarqué ça, hein. Sortie de thèse, parce que moi, je me rappelle que ma directrice m'a dit « Ah, tu verras, ce sera le plus beau jour de ta vie à la fin de la thèse. » Puis moi, je pensais que ça allait continuer sur cette lignée, hein, qu'on allait être vraiment quelque chose, genre le pire est passé, mais effectivement, après la thèse, je trouve que c'est plus stressant, en fait. Mais bon, je pense que ça dépend de chacun, ça dépend de chaque parcours, mais... Mais ouais, non, mais ça finira par payer, et c'est belle phrase de Morgane. On est sur cette thématique-là. C'est vrai qu'on voit beaucoup de témoignages sur des expériences négatives pendant le doctorat. Moi, le doctorat, ça a été, je pense, les 4 plus belles années de ma vie, puisque j'avais une directrice vraiment qui était toujours là pour moi et des collègues vraiment chouettes. Donc, on a envie justement de continuer dans ce genre d'ambiance et que ça ne s'arrête jamais. Tout à fait. Je te rejoins 100% sur ça. Moi, je fais exactement les mêmes phrases que toi. C'est vrai que souvent, on a tendance à voir les côtés. On s'était pas, et c'est les années les plus sympas. Ça s'est très bien passé aussi. Donc voilà. Donc, écoute, bon conseil à la fois de façon générale pour pouvoir continuer là-dedans. Nous, ce qu'on te souhaite, c'est d'y arriver et en plus à la Réunion, parce que j'imagine quand même que l'académie que tu vises la plus, c'est celle de la Réunion. Donc, si tu peux y arriver, on te le souhaite, en tout cas, très chaleureusement. Donc, Cécile, on se retrouve pour le prochain, du coup. Bah oui, merci beaucoup Morgane. Merci Morgane. Peut-être prêté au jeu de ces interviews. Ouais. Oui, à une prochaine. Et bien oui, on espère que ça t'a plu.
Merci beaucoup. Oui, c'était très chouette, très fluide et c'était bien de se remettre un petit peu dans le bain de tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécile. À la prochaine pour une prochaine interview. C'est ça. À plus. À plus.